journée de consultation tout azimut pour le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et les membres de la transition militaire. Le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication pour les institutions étatiques, mais aussi des personnalités influentes comme le Moro Naba Bangogo. Le chef de l'État réitère à tous la nécessité d'un consensus national qui intègre les avis et de toutes les composantes de la société burkinabé. Pendant ce temps, l'administration reprend son cours normal. L'on s'attelle même à rattraper le temps perdu. Un tour sera fait dans les locaux de certains services de l'État pour constater l'effectivité de la reprise. Nos reporters y ont vu des agents bien déterminés. Bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, cette visite de soutien et de compassion à l'endroit des victimes des récentes manifestations. Le chef de l'État s'est rendu au chevet des blessés internés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital Blaise Compaoré. L'on dénombre plus de 200 blessés dans ces deux structures qui ont gracieusement été prises en charge pour la plupart. Des décès sont également à déplorer et le lieutenant-colonel Zida l'a déploré donc lors de ses visites, comme nous le rapporte notre reporter Sié Sylvestre Da. Le chef de l'État est venu s'enquérir de la santé des blessés des récents événements. Au cours de cette visite, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a eu un bref entretien avec la direction de l'hôpital sur la situation des blessés admis à Yalgado Ouedraogo. Il ressort que 189 blessés ont été enregistrés suite aux manifestations des 30 et 31 octobre dernier. L'on déplore 2 morts. Le chef de l'État a ensuite rendu visite aux blessés afin de leur apporter un soutien moral et du réconfort. Après Yalgado, le cortège s'est rendu à l'hôpital Blaise Compaoré pour les mêmes objectifs. Au total, 23 blessés ont été pris en charge par l'hôpital. Là aussi, 2 décès ont été enregistrés. Nous avons trouvé qu'il y en avait qui étaient brûlés, il y en avait qui étaient fracturés, il y en avait qui avaient reçu des balles. Donc il y avait toutes sortes de traumatismes. Nous avons donc souhaité prompt rétablissement aux blessés. Nous leur avons rassuré de notre disponibilité vraiment à assurer leur prise en charge totale. Parce que vous savez que dans ce genre de situation, ce n'est pas tout le monde qui dispose des moyens pour assurer convenablement les soins. Les patients ont salué cette initiative du chef de l'État. C'est vers le rond-point Mathilde, le rond-point de la Mathilde. On m'a tiré une balle. Sur le cheville. La visite a permis aux responsables des hôpitaux de faire le point de la situation au lieutenant-colonel. Du jeudi au vendredi, nous avons reçu 23 personnes. Sur les 23, il y a 2 qui sont arrivés malheureusement décédés. Et les restes, nous les avons soignés jusqu'à présent. Nous n'avons que 10 personnes actuellement. Une journée de deuil national est envisagée à l'issue des enquêtes en cours. Nous pensons qu'il est tout à fait indiqué de décider d'une journée de deuil national en hommage aux personnes qui sont décédées. Mais il y a encore des corps dans les morgues. Donc nous pensons qu'après les enquêtes que le ministère de la Justice est en train de boucler, je pense, on va procéder à l'inhumation. Et après donc toutes les inhumations, nous allons donc décider d'une journée d'hommage à toutes ces victimes-là. Moi, tout de suite, en venant à la porte, j'ai vu qu'on a barré le nom Blaise Compaoré. Je ne sais pas si vous l'avez observé comme moi. Donc, je vais aller plutôt dans une proposition de rebaptiser cela. On pourrait peut-être rendre hommage à une personnalité comme Ama Arba Diallo. Je pense que le peuple pourra être quand même beaucoup plus réceptif. Et peu avant midi, le chef de l'État a rencontré le président du Conseil constitutionnel, l'objectif étant d'échanger sur la situation nationale ainsi que sur les procédures de droit en la matière. À l'issue de la rencontre, le président de l'institution s'exprime et ses propos nous sont rapportés par Bouma Ernest Nebié. J'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par le chef de l'État ce matin. Nous avons échangé essentiellement sur la situation nationale et sur la question de procédure de droit. Dans l'avenir, on donnera plus de précisions.
Une autre rencontre de taille a meublé la journée du chef de l'État, celle effectuée avec le Moro Naba Bango au palais du chef d'Emosé. Il a été question du maintien du dialogue avec l'ensemble des forces vives du pays. Les points forts de cette rencontre entre le lieutenant-colonel Zida et le Moro Naba avec Jérémy Sié Koulibaly. Lorsqu'il arrive en milieu de matinée au palais du Moro Naba Bango, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida est mu par la volonté de rencontrer les autorités coutumières et religieuses en vue d'un dialogue inclusif sur la situation nationale. Et pour l'occasion, ils ont tous fait le déplacement du palais du Moro. La chefferie coutumière et ses dignitaires, la communauté musulmane, le haut clergé catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques. À la demande du chef de l'État, la rencontre débute par une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ces journées tragiques. Pendant une trentaine de minutes d'échange à huis clos, le chef de l'État expose ses vues sur la transition aux autorités coutumières et religieuses. Les militaires disent qu'ils souhaitent remettre le pouvoir aux civils. Notre souhait est qu'ils puissent le faire au bon moment pour éviter les sanctions de la communauté internationale. Nous les exhortons à respecter la parole donnée et à travailler à préserver la paix au Burkina Faso. Cela, c'est le souhait du peuple. Que Dieu les accompagne et qu'il les protège dans leur mission. Le Moro Naba Bango, qui a porté la parole au nom des coutumiers et religieux, a aussi lancé un appel pour le retour de la paix. Du moment qu'ils disent qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils, je lance un appel à l'arrêt des pillages. Ce ne sont pas des actes de bons citoyens. Je souhaite que la classe politique puisse parler le même langage et trouver une personnalité consensuelle pour gérer la transition. Dans cette situation, les militaires aussi ont un rôle à jouer. C'est ensemble, dans l'unisson, entre l'armée et les civils, que nous pourrons faire régner la paix au Burkina. Cette étape du lieutenant-colonel Zida et des membres de la transition militaire est la première d'une journée marathon qui se poursuit avec de nombreuses autres concertations. Et cet après-midi, une délégation du Front républicain a été reçue en audience par le chef de l'État. Le Front regroupe une soixantaine de partis et formations politiques qui étaient favorables donc à la révision de l'article 37. Amadou Dabo, qui a conduit la délégation, s'est confié à Ernest Kambiré pour situer sur ce qui a été évoqué donc lors de cette audience. Nous sommes une délégation des Front républicains qui regroupe près d'une soixantaine de partis politiques. Nous avons été reçus par le président de la transition qui nous a en tout cas dit sa disponibilité de contacter l'ensemble de la classe politique de notre pays pour asseoir une transition consensuelle. C'est à ce titre que nous avons été reçus ce soir par le président de la transition. Vos préoccupations? Nos préoccupations, nous avons parlé surtout de problèmes sécuritaires, en tout cas en ce qui nous concerne. Beaucoup de nos responsables sont en ce moment menacés. Certains ont quitté le pays, effectivement. Ceux qui sont là, les domiciles, beaucoup de domiciles ont été saccagés. Et nous l'avons en tout cas fait savoir qu'il fallait que des mesures soient prises pour la protection de l'ensemble des Burkinabés au Burkina Faso. Une autre rencontre, cette fois avec Nathalie Sommet, présidente du Conseil supérieur de la communication CSC. Elle a été reçue par le colonel Zida. Les échanges ont surtout porté sur la profession du journalisme et de la communication en cette période précise. Il a été demandé au CSC d'avoir un regard critique sur l'activité et prôner le professionnalisme. Le point avec Ezalissa Sanfo. Ce que le chef de l'État a souhaité au niveau du CSC, c'est que nous soyons très regardants en ce moment sur la gestion même de la communication et surtout de l'information.
Vous savez que nous sommes dans une période très tumultueuse et ça donne l'impression d'aller dans tous les sens. L'éthique et la déontologie semblent avoir quitté son camp. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des informations qui ne sont même pas vérifiées, qui sont diffusées sur les antennes. On ne prend pas les précautions de recouper les informations, on les balance. Il y a des messages qui passent dans des radios qui ne sont pas des messages apaisants, qui n'appellent pas à une réconciliation des cœurs. Nous savons que la situation est très difficile, mais nous devons, parce que vous savez, de la communication dépend la cohésion sociale. Et il nous a invités à peser de tout notre poids, parce que c'est nous qui gérons en ce moment la communication, c'est nous qui appelons au respect de l'éthique et de la déontologie. Il faut avoir un langage mesuré, un ton mesuré, pour que les Burkinabés se réconcilient avec eux-mêmes et qu'ils sachent que c'est une période difficile que nous devons ensemble pouvoir conduire. À l'unanimité, les forces vives, tout comme l'armée, ont tous déploré les scènes de pillage enregistrées dans plusieurs localités du pays. À Ouagadougou, les journées du 30 et du 31 octobre ont été décisives et les dégâts pour ces journées sont estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Des magasins pour cantines scolaires et ceux de l'ONG d'aide aux personnes vulnérables, CRS, ont fait les frais des pilleurs. C'est Sylvestre Da. Quelques jours après le passage des pilleurs, les traces sont encore visibles dans les dépôts de vivres pour cantines scolaires et pour les personnes vulnérables. Dans ces magasins situés à Gampela, à la sortie est de Ouagadougou, étaient stockés environ 10 000 tonnes de vivres. Un magasin utilisé par le ministère en charge de l'éducation pour stocker des vivres destinés aux élèves, vidé de son contenu jusqu'aux emplettes entre le 30 et le 31 octobre. Sur toute la voie, c'était vraiment quand tu venais de Ouagadougou, tu croisais des gens qui sont sur des motos avec 4-5 sacs avec des bidons et rentraient. Donc on a insisté encore avec le 10-10 mais qui disent qu'il ne peut pas intervenir. Alors donc on est resté là. Et le lendemain, on est encore venu voir pensant que ça allait il y a une certaine accalmie, mais malheureusement c'était encore de plus belle. C'est comme si maintenant l'information était passée. Plusieurs autres magasins de stockage de vivres destinés aux cantines scolaires à travers la ville de Ouagadougou ont aussi reçu la visite des pilleurs. Ici, à la ZAD, de ces magasins qui contenaient jusqu'au matin du 30 octobre près de 2000 tonnes de vivres, il ne reste plus que des décombres. En plus des vivres, divers matériels et biens ont été emportés dans les différents magasins. On note également de fortes dégradations des locaux. Le bilan est vraiment lourd. Nous avons enregistré une perte de 11 596,3 tonnes, composée de riz, de haricots et de l'huile. Si vous estimez la tonne à 450 000, rapporté à environ 16 000 tonnes, nous tournons autour de 5 milliards 200 millions. Le dépôt central de l'ONG Catholic Relief Service CRS a aussi subi la furie des pilleurs. Le dépôt compte 3 magasins qui contenaient 900 tonnes de vivres, dont du peuple américain au profit des personnes vulnérables du Burkina. Tout a été quasiment emporté. Ce qui en reste est impropre à la consommation. L'impact sur le programme, il est vraiment très grand parce que nous pensons qu'il y a près de 100 000 personnes qui devraient bénéficier de notre soutien et du soutien du gouvernement qui ne vont plus en bénéficier. Donc c'est surtout vraiment le fait que les vivres appartiennent aux plus pauvres de cette communauté. Les gestionnaires des magasins, en plus d'avoir assisté impuissants au pillage, disent avoir été témoins du recel des vivres dans les environs des dépôts. On leur aurait proposé des sacs de riz à 2000 francs CFA. Avec le pillage de ces magasins, c'est un coup dur pour le ministère de l'Éducation et son partenaire, le CRS, qui pour le moment ne savent comment sortir de cette impasse. Je vous le disais en titre, depuis le début de la semaine, l'engouement est total au sein des services. Les travailleurs ont repris le chemin des bureaux et s'investissent pour rattraper le temps perdu. Suivez plutôt le constat fait par Maxime Zongo. Les usagers de l'administration de tous bords qui n'attendaient que la sérénité revienne afin de renouer avec leurs activités ne se sont pas fait prier pour investir les bureaux et autres secteurs productifs. Assis ou en rang, au Trésor par exemple, l'engouement au niveau des guichets était assez saisissant. Je suis là ce matin pour prendre ma position parce que j'avais pris avance ce sol d'ici, au Trésor ici, il y a 2 mois de cela. L'ambiance est conviviale, c'est comme d'habitude. Même constat au niveau des autres ministères où, à pas de course, les agents s'activent pour rattraper le temps perdu. Depuis hier,
Nous avons commencé les travaux. Tout de suite même, je m'en vais transmettre des courriers au niveau de la SOL. Rassurant, se réjouit le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pour qui toutes les dispositions sont prises afin de permettre aux uns et aux autres d'accomplir leur mission. Depuis le lundi 3, tous les services sont fonctionnels. J'ai pu prendre les informations au niveau des services centraux, des services déconcentrés, que des services rattachés. En tout cas, toute l'administration est fonctionnelle. Des échos de l'intérieur du pays, l'ambiance serait la même partout, à la grande satisfaction des premiers responsables de la fonction publique. J'ai pu échanger avec nos différentes directions régionales dans toutes les régions. Et je crois que partout, en tout cas, il n'y a pas de problème majeur de signaler et les services sont repris normalement. Le secrétaire général qui salue ce sursaut patriotique invite par la même occasion tous les agents à s'investir à souhait car c'est ensemble et dans l'abnégation que l'on pourra construire ce pays. Eux aussi ont repris le chemin des classes et ce depuis plus d'1 mois. Il faut dire que pendant les vacances, nombreux sont les élèves qui ne sont pas tombés dans l'oisiveté. Ces élèves se sont adonnés à ce que l'on appelle communément job d'été. Et en plus d'avoir appris sur le terrain, ils ont pour la plupart aidé à financer leurs études. Les exemples sont concrets du côté de la ville de Koudougou, nous dit Isaïe Parkouda. Les élèves ont repris le chemin de l'école et Jamila Kabouri, elle aussi élève en classe de 6e, va en quête du savoir. Mais avant de reprendre son sac d'école, voilà ce qu'elle faisait pendant les vacances à côté de sa mère. Elle tissait donc des pailles. Et la reprise des cours n'est pas sans conséquence sur le rendement quotidien. Le gain manqué selon sa mère n'est pas négligeable. C'est devenu compliqué pour moi depuis sa reprise des classes. On arrivait à tisser 4 rouleaux de pain par semaine, mais maintenant j'en prends 2 pour le même résultat. Juste parce que je dois aussi faire mes travaux ménagers. J'ai pu honorer sa scolarité grâce aux revenus issus du tissage. Madame Kabouri n'est pas la seule à subir l'impasse de la rentrée scolaire, puisque nombreux étaient les élèves qui avaient opté pour le job de vacances dans le secteur informel. L'entreprise China Production avait fait un recrutement ponctuel des élèves nationaux et même étrangers pour la pose des pavés et le curage des caniveaux tout au long de cette bretelle ici à Koudougou. Nous avons eu à travailler avec beaucoup des élèves, même venus du Togo que même du Burkina ici. Quand il y avait ces élèves, le travail était facile. Ce sont des élèves qui sont très charmants dans leur travail et puis ils apportent le matériel possible pour le travail, pour que ça avance et puis ils aient aussi leur gain journalier. Que l'école finisse et que reviennent vite les temps de job de vacances, c'est le souhait de Jamila et de tous ceux qui n'hésitent pas à se lancer dans ce monde de petits business. Mais pour l'heure, avoir l'esprit à l'école pour que l'année soit rouge doit être le nouveau objectif. Cap à présent sur la région des Cascades, le grenier du Burkina pour la campagne agricole 2014-2015. Plus de 500 tonnes de production d'igname y sont attendues. Il faut dire que la culture du féculent occupe d'importantes superficies agricoles et permet à de nombreux producteurs de tirer profit de l'activité. La culture de l'igname pour une émergence économique nationale, c'est le dossier que nous propose Simplice Barou. Le département de Mangodara, situé dans la province de la Comoé, est une zone à forte production agro-silvopastorale. Des terres fertiles et une bonne pluviométrie permettent la pratique de l'élevage, la culture de céréales et de tubercules. Parlant de tubercules, Mangodara est réputé pour sa production d'igname. Celle-ci représente plus de 90% de la production annuelle de la région des Cascades. Pour la campagne agricole 2013-2014, 3788 tonnes d'igname y ont été récoltées selon la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. De nombreux producteurs ont fait de la culture d'igname l'une de leurs principales activités. C'est le cas de Komi Kancier, exploitant agricole depuis plus d'une vingtaine d'années. Dès mon arrivée ici à Mangodara, les habitants cultivaient déjà de l'igname. Ils m'ont attribué une portion de terre et il y a plus de 20 ans que j'y cultive. J'ai pu me faire construire une maison, acheter une deuxième parcelle et une troisième à Djebougou. J'ai aussi une ferme où j'élève des bœufs.
L'un des défis majeurs des cultivateurs d'igname de la zone de Mangodara, c'est de trouver des débouchés commerciaux intéressants. Leurs productions sont acheminées vers les marchés riverains comme celui de Banfora ou encore vers les grands centres de consommation, à savoir Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Si le prix d'achat sur le marché évolue en fonction de la disponibilité de la tubercule, il est aussi lié aux conditions de transport. En effet, pour l'écoulement de la production, c'est la croix et la bannière. Quand la culture de l'igname commence, nous sommes à tout moment confrontés aux problèmes d'engrais et aussi au manque de matériel de production agricole. Après cela, il y a le problème des terres cultivables. Nous sommes également confrontés aux difficultés liées à l'état de la route Banfora-Mangodara pour l'écoulement de nos produits. Autre défi que doivent relever les producteurs d'igname de Mangodara, c'est celui de l'extension des terres cultivables au détriment de la sauvegarde de l'environnement. Pour éviter cette défriche, nous essayons de mettre en place des outils de vulgarisation avec l'utilisation de la fumée organique pour que ces producteurs sachent que en fait, les nouvelles défriches, c'est à la recherche des terres fertiles. Et si eux-mêmes, ils peuvent produire la fumée organique et puis appliquer dans leurs exploitations, ils n'allaient pas faire ces déforestations. Un problème qui pourrait être résolu avec la culture intensive de l'igname à travers l'introduction de nouvelles variétés qui ont un rendement de 4 à 5 tonnes l'hectare. En outre, les producteurs d'igname de Mangodara souhaitent un appui en équipement et un encadrement plus accru des services de l'agriculture. Un nouveau challenge pour l'association Belouette, maintenir un plaidoyer fort contre les mariages précoces. Pour cela, la structure a en ligne de mire la situation dans le plateau central et a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation. C'était le samedi dernier à Boussé et le reportage avec Aïssata Zungrana et Lazare Pouya. Comme première action à l'encontre des mariages précoces, l'association Belouette a réuni 200 leaders coutumiers et religieux pour un plaidoyer. L'objectif de ce plaidoyer est de les amener à adhérer à la cause de la jeune fille par une forte mobilisation pour la tolérance zéro en ce qui concerne les mariages précoces. Nous avons choisi ce thème du mariage précoce au Burkina et particulièrement dans le Kourouobo, le plateau central, parce que le taux en tout cas est très élevé par rapport aux autres provinces, aux autres communes. Nous, en tant qu'association, mais aussi en tant que leader social, nous avons une mission vraiment d'aider à l'éveil des consciences. Dans sa lutte contre cette pratique qui prive les filles d'une éducation scolaire, l'association Belouette bénéficie du soutien de l'UNICEF. L'UNICEF a le mandat de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, spécialement les droits de l'éducation et de la fille. Avec le ministère de l'administration du territoire et l'association Belouette, nous avons décidé de lancer cette campagne ici, mais qui doit toucher tout le pays, parce qu'il y a beaucoup de ce phénomène-là dans plusieurs communautés du Burkina. Selon le président de l'association Belouette, la société est solide lorsque la femme est solide et la femme n'est solide que si elle est protégée dès son jeune âge. D'où son invite à l'endroit des leaders à œuvrer pour le bien-être de la jeune fille. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Bonne soirée sur la RTB.